Eh bien, on parle de la France, comprenez par là un pays développé, en tout cas qui a des moyens de faire face à ces déchets. Mais les statistiques montrent que même cette France-là n'est pas capable de faire face à cette production massive de déchets, docteur. Oui, vous savez, le problème, ce n'est pas seulement la technologie. Le problème, comme l'a dit en début d'émission Chérif, c'est une question d'information et d'éducation. Certainement, par rapport à la Guinée, cette machine, une fois que son efficacité est prouvée, la France aura plus de facilité à la multiplier et à la placer à différents endroits sur le territoire national par rapport à la Guinée. Mais ne serait-ce que si le citoyen n'est pas éduqué pour mettre son gobelet dans cette machine, la machine ne peut pas elle-même ramasser le gobelet. D'où l'importance de l'information et de la communication pour le changement de comportement. Chérif, des mesures adaptées pour nous, Guinéens par exemple, quels sont les gestes, les actes simples qu'un citoyen pourrait faire pour jouer sa partition dans la minimisation de ce problème? Oui, quand on parle de gestion des déchets, c'est un problème où tout le monde doit être participatif. Comportemental, Comportemental, c'est psychologique même. Ouais. C'est psychologique. Donc, nous devons agir local pour un résultat global. Ne prenons pas l'exemple sur toute la Guinée. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Combien de sachets plastiques nous consommons par jour? Combien de sachets nous jetons dans l'environnement? Combien de sachets des transporteurs jettent comme ça dans la rue? Ouais. Mais c'est un problème de citoyenneté. Tout commence par cette responsabilité sociétale qu'a le citoyen envers lui-même d'abord, envers son prochain. Commençons d'abord par nous juger nous-mêmes avant de juger le gouvernement. Je ne pense pas que ce soit un ministre qui laisse son bureau pour aller jeter les déchets dans la rue. Les populations elles-mêmes jouent ce rôle. Nous produisons des sachets plastiques à la maison, nous produisons des déchets à la maison. Nous sommes nous-mêmes, disons, l'initiateur de ce facteur qui devient un fléau de jour en jour. Donc, oui, même si ce n'est pas essayer de jeter un regard critique sur le gouvernement, mais on se rend bien compte que par la volonté de certains gouvernements et de certains pays, et cette pratique, c'est-à-dire la production de ces déchets plastiques ont été complètement... Bien sûr, c'est comme au Rwanda. Voilà, par exemple, au Rwanda, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de ça en Guinée. Parlons plutôt d'une bonne politique de gestion des déchets à tous les niveaux, au niveau des communautés, au niveau des ménages, au niveau des gouvernorats. C'est comme ça qu'on pourra réussir cette politique de gestion des déchets. Là, on parle globalement de déchets. On ne parle pas que de déchets plastiques. Donc, à domicile, par exemple, la dernière fois, je faisais une estimation. Je me disais que pour un sachet d'eau de 300 ml, on pourrait consommer au moins 6 sachets d'eau par jour. Donc, j'ai estimé cet échantillon-là sur 1 million d'habitants. Donc, pour 1 million d'habitants qui consomment régulièrement des sachets d'eau par jour, environ 6 par personne et par jour, on se retrouve avec une production moyenne de 6 millions de sachets par jour. Vous imaginez, sur une année, on a environ 2 milliards 190 millions de sachets plastiques. Imaginez qu'on jette tout cela dans l'environnement. Je pense qu'il y aura plus d'humains sur Terre que de sachets plastiques, plus de sachets plastiques que d'humains sur Terre, parce que ça fait plus d'un quart de la population mondiale. Il faut qu'on y pense. Et aujourd'hui, la consommation et la production des sachets plastiques est visible à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on y remédie. Comment on peut y remédier? Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Au niveau des ménages, nous pouvons faire l'effort de trier les déchets. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps où les mettre, mais si on les trie, en les jetant même dans la rue, les personnes qui viendront peut-être trier ces déchets dans la saleté ne vont plus faire cet effort-là. Ils vont trouver des sachets déjà classés, donc triés, propres. Il faut faire une précollecte sélective. Oui, bien sûr, au niveau des ménages. À chaque fois qu'on boit un sachet d'eau, on le met dans un sachet. Tout à fait. Et puis on le trie et on le jette après si on n'a pas où le mettre au niveau des ménages. Mais au moins, tous ces déchets-là seront triés globalement au niveau de ces structures de ramassage de sachets plastiques. Il n'y a pas de solution, de problème insoluble, hein, docteur. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les mesures adaptées, appropriées pour nous? Il n'y a pas de problème insoluble. Comme l'a dit Chérif, il faut agir localement et aller vers une solution globale. Je vais vous donner un exemple simple au niveau de Espace TV. D'accord, allez-y. Tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la salle. Pratiquement tous qui sont dans la salle, chacun d'entre nous a reçu une bouteille d'eau. Ça fait plusieurs bouteilles d'eau vides. On aurait dû prévoir des verres et utiliser une seule grande bouteille d'eau pour nous servir tous à boire.
Cela réduit la quantité de plastique rejeté. D'accord. Ce petit geste peut être fait au niveau de chaque citoyen. Premièrement, encourager nos sœurs, nos mères à la maison, en allant au marché, à utiliser un récipient recyclable. Il y a des bassines qui sont vendues, que la femme peut acheter et qu'elle peut envoyer au marché pendant 3 ans, 4 ans. Pourquoi tous les jours, elle va utiliser un nouveau sachet plastique? Ça, c'est un premier problème. Ensuite, au niveau des entreprises, encourager les entreprises, puisque les travailleurs des entreprises sont des grands consommateurs d'eau. Encourager les entreprises à avoir des bouteilles d'eau. Les sociétés qui fabriquent les eaux font des bonbonnes. Encourager les entreprises à mettre des bonbonnes à la disposition de leurs travailleurs. Au lieu que chaque travailleur sorte de son bureau pour aller payer 2, 3 sachets, les boire et les rejeter, que tout le monde utilise la bonbonne. Et cela peut se dupliquer à grande échelle pour donner un bon résultat. Il y a aussi, comme l'a dit Chérif, le tri domestique des déchets. Si on encourageait les Guinéens, il y a des pays, par exemple, lorsque vous prenez les bouteilles de bière ou les canettes de soda, il y a des pays où on vous dit, si vous achetez 12 bouteilles de bière, vous les consommez chez vous, vous ramenez les 12 bouteilles vides au supermarché, on vous en donne 3 ou 4 pleines. Cela incite le citoyen à ramener ses bouteilles vides au lieu de les abandonner dans la rue. Donc, les ONG qui font du ramassage des ordures, si ces ONG étaient bien formées et le citoyen était bien informé, même le tri domestique des ordures constitue une source de revenus pour ces ONG. Parce que si l'ONG parvient à séparer le plastique du métal, du bois, il peut trouver un preneur pour ces substances-là au niveau industriel. Le métal, il peut le vendre à quelqu'un qui fait du fer à béton. Le plastique, il peut le vendre à quelqu'un qui le fait fondre pour fabriquer des bâches ou fabriquer des chaises comme on vient de le voir. Bref, une valorisation. En tout cas, l'illustration qui puisse valoir à ce niveau, oui. C'est surtout l'exemple appliqué sur la valorisation du fer. Aujourd'hui, on trouve pas... Il y a même des ponts qui ont été complètement démolis. Il y a des voies ferrées qui ont été démantelées parce que tout simplement, on a donné une certaine valeur à ce fer. Donc, est-ce que vous imaginez un scénario où un jour le Guinéen ou le citoyen pourrait vendre ses ordures? Oui, j'imagine ce scénario parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les plastiques. Aujourd'hui, il y a par exemple les déchets issus de l'utilisation du matériel informatique. Dans certains pays aujourd'hui, ces déchets sont valorisés, on fait de la récupération sur ces déchets et on vend les produits récupérés qui font vivre des entreprises. Donc c'est sûr que si la récupération du fer a fait vivre une entreprise aujourd'hui qui prospère, il suffit qu'on mette les moyens et l'organisation qui suit, la récupération des déchets plastiques pourront faire vivre un jour une entreprise. Et cela va valoriser la récupération de ces déchets. La même chose pour les bouteilles, la même chose pour le bois. Mais que dire en quelques mots de ces déchets biomédicaux essentiellement constitués de plastique? Les déchets biomédicaux, parmi le lot des déchets qui sont produits, sont des déchets particuliers. Parce que, en plus du fait qu'ils soient un problème pour l'environnement, ces déchets constituent un danger pour la santé parce que ce sont des déchets contaminants. Donc, je suis navré aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, il n'y ait pas encore de système de récupération et de traitement de ces déchets biomédicaux. Ailleurs, c'est des entreprises qui le font. Quand vous ouvrez votre hôpital, vous ouvrez votre clinique, vous signez un contrat avec une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets biomédicaux qui vient récupérer les déchets et qui les traite de la manière la plus appropriée. Parce que lorsqu'on parle de déchets biomédicaux, souvent les gens ont tendance à penser à l'aiguille ou à la seringue qu'on jette. Mais attention, n'oubliez pas que parmi les déchets biomédicaux, il y a des substances issues du corps humain. Il y a des échantillons de sang qui sont jetés après examen au laboratoire. Il y a des parties d'organes qui sont amputées au cours des interventions chirurgicales. Il y a les restes des accouchements à la maternité. Tout ça se retrouve dans les déchets biomédicaux. Donc il faut vraiment qu'on insiste, nos opérateurs économiques, à investir dans ce domaine du traitement des déchets. C'est sans commentaire, hein. Les plus grands pollueurs aujourd'hui de Conakry sont parmi les producteurs de ces eaux minérales. Qu'est-ce que dire de ceci? Que dire de ceci? Je pense que c'est parce qu'il manque de sanctions. S'il y avait une sorte de politique qui sanctionnait ces différents producteurs d'eau,
aujourd'hui, on n'allait pas constater même la démultiplication de ces sociétés. Parce qu'aujourd'hui, je me demande même comment les licences sont obtenues. Moi, je peux m'asseoir à la maison et créer une société de sachets d'eau et le vendre. On oublie que le type de plastique utilisé pour ces sachets d'eau doit être certifié ISO. Si ce n'est pas le cas, ces composés chimiques peuvent contaminer l'eau. Vous constatez aujourd'hui avec certains sachets d'eau qui sont dans la rue exposés au soleil, l'eau prend un autre goût. Pourquoi? Parce qu'il est contaminé par la substance chimique, le sachet n'est pas approprié. Aujourd'hui, les sachets utilisés pour les produits alimentaires et d'autres utilisés pour d'autres fins ne sont pas pareils. Le docteur avait des formules tout à l'heure qu'il démultipliait. À chaque type de plastique, un type d'aliment, à chaque type de plastique, une utilisation particulière, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la dernière fois en discutant avec un ami, je me disais, après l'étude dont je viens de vous faire cas, si on ramassait 6 millions de sachets plastiques, hein, à chaque personne qui arrive à recueillir un certain nombre de sachets plastiques, on peut lui vendre à moitié prix, par exemple, le prix d'un pack d'eau. Pourquoi pas? Inciter à la consommation. Cela, il va de la consommation des sachets d'eau qui sont des eaux minérales, donc qui impactent positivement la santé des populations. Mais il ne faut pas que ces eaux minérales soient un impact négatif sur la santé de ces populations, sur la santé de ces ménages. Aujourd'hui, je vois traîner des sachets plastiques avec des enfants de 2 ans. Quand ils ont soif, ils prennent des sachets d'eau, ils boivent, ils s'amusent avec. Il y a des risques de suffocation. Ce n'est pas contrôlé. Donc, il faut aujourd'hui une politique pour réguler ce secteur. Docteur, en tout cas, ces plastiques-là, au-delà du fait que ce soit des plastiques, mais on nous apprend que même leurs couleurs peuvent influer sur la santé. Oui, comme je vous l'ai dit au début, les plastiques, ils sont soit naturels, soit obtenus par synthèse directe à partir des dérivés du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Mais à l'état naturel, le plastique pose rarement des problèmes. C'est lorsqu'on décide de modifier les propriétés physico-chimiques du plastique pour en faire un usage particulier, c'est là que les problèmes surviennent. Parce que c'est là que le fabricant va ajouter d'autres substances chimiques sur la substance de base pour pouvoir modifier ses propriétés physiques. Je vous ai parlé du polystyrène, je vous ai parlé du DDT, je vous ai parlé des PCB, je vous ai parlé du bisphénol A. Tout ceci ne sont pas des composants de départ du plastique, mais c'est des composants qui sont ajoutés pour modifier les propriétés. Comment on peut le sentir sur le sachet, par exemple? Comment on peut sentir la présence de ces éléments? Il est très difficile de sentir la présence de ces éléments. Mais il y a quelque chose qui peut être fait au niveau du citoyen. Tout à l'heure, je ne sais pas si vos caméramans peuvent montrer, voilà un peu les signes qu'on trouve sur les différents types de plastique. Chaque plastique a un numéro. Et ce numéro indique avec quoi ce plastique est fabriqué à la base. Mais c'est très difficile, comme vous voyez, c'est très technique pour le citoyen. Mais on peut éduquer les citoyens sur la base de ça. Ici, vous avez le PET, le PVC, le PS. Ça veut dire, ça donne en quelque sorte le nom des composants du plastique. Et parmi tous ces schémas que je viens de vous montrer, les schémas qui sont au-dessus sont les plus dangereux pour l'environnement et la santé. C'est-à-dire les plastiques numéro 1, numéro 3, numéro 6 et numéro 7. Ce sont ces plastiques-là qui sont susceptibles de causer plus de dégâts sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Alors, je pense que c'est bien clair, hein? Le simple fait d'avoir un plastique et se rassurer que le plastique contient des indications peut pousser au rejet ou à l'acceptation. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire à présent, c'est de savoir, c'est vrai, les médecins nous diront que la présence de ces eaux minérales ont permis quand même de réduire un certain nombre de quantités de maladies hydriques. Est-ce qu'on peut aller avec des eaux de boisson normales et continuer à préserver la santé avec l'emballage? Oui, vous savez, elle a bien posé le problème de l'emballage. Il n'est pas interdit d'emballer de l'eau avec du plastique. Le problème qu'elle a posé est un problème réel. Vu la prolifération, vu le développement rapide de l'industrie de l'eau dans notre pays, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler et de s'assurer que les plastiques qui sont utilisés par ces industriels, c'est vraiment du plastique alimentaire? Parce que, attention, le plastique alimentaire est différent du plastique industriel. On peut fabriquer un plastique qui peut avoir des impacts sur la santé, mais qui ne sont pas utilisés au contact de l'homme,
qui sont utilisés dans les industries. Mais cette fois-ci, il s'agit de plastique alimentaire. L'eau qui va être mise à l'intérieur de ce plastique va être directement consommée par le citoyen. Donc il faut qu'on s'assure que ce plastique qui est utilisé pour emballer cette quantité d'eau ne laissera pas passer ces composants dangereux dans l'eau. On l'a vu dans certains pays où du lait emballé dans des canettes en plastique a été contaminé par l'encre qu'on a utilisée pour écrire sur le sachet. Donc, c'est là le problème qu'elle pose. Est-ce qu'il existe une structure, au lieu de donner les licences comme ça à la va-vite, est-ce qu'on s'assure que ces plastiques sont réellement des plastiques à usage alimentaire? C'est ça la question qu'elle a posée. Et c'est important qu'au plus haut niveau, que les autorités sanitaires, les autorités du commerce, de la douane, se mettent ensemble pour mettre en place un mécanisme de contrôle. Parce que c'est vrai que nous, on peut sensibiliser le citoyen, mais l'action relève du pouvoir des dirigeants. Et la meilleure manière de contrôler les plastiques qui rentrent dans notre pays, ça commence par le port. Ce n'est pas lorsque les sachets plastiques sont déjà dans les boutiques qu'on va venir de boutique en boutique pour prendre les sachets. En tout cas, merci beaucoup pour cette participation à l'émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans cette émission, Dr Alpha Abdoulaye. Merci, je vous en prie. La même chose pour Fatoumata Chérif, en tout cas pour ces chiffres, pour ces informations et pourquoi pas pour cet éclairage. Quand c'est une femme qui parle, on sent qu'elle est proche des ménages, c'est ça? C'est nous qui vous remercions parce qu'il faut la participation citoyenne, que chacun se voie intéressé par cette production de sachets plastiques. Donc je reviens à cela, agir local pour un résultat global. Remettons-nous en cause. Commençons par nous juger avant de juger les autres, avant de juger les autorités, avant de juger les saletés dans la rue. Nous sommes tous responsables, les uns autant que les autres. Mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous allons clôturer cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous savoir encore une fois de plus très intéressés aux questions environnementales. Rendez-vous très prochainement.